Table ronde sur la thématique de la prévention. Je suis omnipraticien depuis 15 ans. Je suis donc acteur de santé. Je ne prétends pas tout connaître, loin de là, mais vous parlez de prévention dans notre pays, faire un peu le bilan de la prévention au niveau bucco-dentaire dans notre pays devrait être une évidence pour moi. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas parce qu'en dehors finalement des campagnes MT Dents pour les enfants, les adolescents, en dehors du sacro-saint détartrage annuel, et bien finalement, il n'y a pas grand-chose à vous dire en termes de prévention. Et c'est bien cela qui me désole. Et c'est bien cela qui nous désole dans l'association Dentistes en France. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'état de santé bucco-dentaire de nos patients se dégrade d'année en année et de jour en jour. Je tiens à votre disposition, pour ceux qui le souhaitent, une étude européenne de 2010 qui compare l'état de santé des Européens au sein des 27 pays de l'Union. Et lorsqu'on demande aux Européens s'ils ont toutes leurs dents naturelles, les Français arrivent en 18e position sur 27, alors que nous avons l'un des meilleurs systèmes d'accès aux soins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls 34% des Français de plus de 15 ans déclarent avoir toutes leurs dents naturelles, plaçant notre pays bien loin et bien en dessous de la moyenne continentale, qui est de 41%, loin derrière le Royaume-Uni, qu'on décrit pour son système de santé à deux vitesses, ou l'Italie, avec un taux de 49%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français font tout simplement partie des Européens les plus édentés. Incroyable. Et pourtant, nous posons 4 fois moins d'implants dentaires par habitant que nos voisins italiens, qui eux ne sont que 9e de ce classement, de ce baromètre. Cherchez l'erreur. Prenons un autre exemple. Les maladies de gencives, les fameuses maladies parodontales. Une des rares études nationales date de 2003 et a été réalisée sous l'égide de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, l'UFSBD. Selon cette étude, qui porte sur plus de 1000 patients et qui a été bien évidemment remise au pouvoir public, plus de 50% des Français présentent une gingivite. Une gingivite, c'est une inflammation, une infection superficielle de la gencive. Cela veut dire que la moitié des Français présentent une infection buccale. Plus grave, 20% des patients examinés présentent cette fois-ci une parodontite sévère. C'est une infection de l'os cette fois-ci, l'os qui soutient les dents. Ça veut dire qu'à terme, si on ne fait rien, ces patients vont perdre leurs dents. C'est ce qu'on appelle vulgairement le déchaussement dentaire. Ça veut dire qu'il y a des millions de patients malades dans notre pays. Il faut savoir que le risque d'être atteint d'une parodontite est augmenté de 10% pour chaque dent absente. Donc on a en plus un mécanisme amplificateur. Mais tout ceci ne s'arrête pas là, ça n'est pas uniquement une question de santé bucco-dentaire ou d'esthétique comme on pourrait l'imaginer. Non, ça a des conséquences tout ça sur la santé générale de nos concitoyens. Et je respire. Je disais donc qu'aujourd'hui, on a démontré des liens qui sont vraiment extrêmement étroits entre les maladies de gencives et les maladies cardiovasculaires par exemple, et la survenue d'un diabète de type 2. On sait aussi que les maladies de gencives compliquent l'équilibration d'un diabète de type 2. On a démontré des liens avec la polyarthrite rhumatoïde. On sait par exemple que pour une femme enceinte atteinte d'une parodontite, le risque d'avoir un enfant prématuré est multiplié par 7. Ce sont les fameuses maladies intercurrentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bactéries qu'on a dans la bouche, ou leurs toxines ou leurs produits de dégradation, va passer dans le sang et va pouvoir atteindre d'autres organes et générer d'autres pathologies. Et alors la question que moi je me pose, c'est combien de malades en France pour des infections dentaires non soignées? Quel coût pour la société? On parle toujours d'argent, mais ça représente combien d'argent tous les patients atteints de diabète, peut-être à cause d'une parodontite? Combien de morts finalement? Je voudrais partager un scoop avec vous. Très récemment, l'université du Lancashire au Royaume-Uni a publié une étude qui, moi, m'a complètement sidéré. Ils se sont mis en tête, j'allais dire, d'étudier le cerveau de 20 patients
juste après leur décès, dans les 12 heures suivant leur décès. Dans ces 20 patients, il y a 2 poules. Il y a 10 patients qui ont été atteints de la maladie d'Alzheimer et 10 patients non atteints. J'ai failli dire 10 patients sains, mais bon. 10 patients non atteints de la maladie d'Alzheimer. Savez-vous ce qu'ils ont trouvé dans 4 des cerveaux de patients qui étaient atteints de la maladie d'Alzheimer? Ils ont retrouvé des produits de dégradation de Porphyromonas gingivalis. Pour les néophytes, le Porphyromonas gingivalis est une bactérie, l'une des principales bactéries responsables des parodontites. Ça veut dire que, pour résumer, on retrouve chez les patients, en grande partie des patients atteints d'Alzheimer, des bactéries d'origine buccale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pense que certaines bactéries, certains virus, entraînent des modifications, des dérèglements au niveau de notre système immunitaire qui seraient la cause de maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, la maladie d'Alzheimer ou certains cancers. Ça va, j'ai pas dit de... Ça va, c'est bien. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que derrière toutes ces études, derrière tous ces chiffres, il y a des patients qui souffrent. Et sans vouloir rentrer dans le pathos, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'une patiente qui est venue me consulter il y a de cela quelques jours. Je reçois une patiente très souriante, coquette, 45 ans, milieu modeste, qui vient me voir en consultation. Elle me raconte que depuis quelques années, ses gencives saignent, mais bon, sinon tout va bien. Ah oui, depuis quelques semaines, elle a ses 2 incisives centrales qui commencent à bouger. Bon, et c'est là le motif de sa consultation. Je réalise mon interrogatoire médical, mon examen clinique, mon examen radiologique, et je lui annonce qu'elle est atteinte d'une parodontite sévère, très sévère, tellement sévère qu'elle a perdu la quasi-totalité de l'os qui soutient ses dents. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle ses dents commencent à bouger. La maladie est tellement avancée que je ne pourrai pas garder ses dents. Elle a perdu la quasi-totalité de son capital osseux. Je ne sais pas comment lui annoncer qu'il va falloir lui extraire les dents. Comment annoncer ça à une patiente de 45 ans qu'on va devoir l'édenter? Je vous passe le choc terrible que c'est à la fois pour moi, praticien, et pour elle, patiente, d'apprendre cette nouvelle. Et après quelques minutes, sans vraiment réfléchir, elle me dit un peu naïvement « Mais docteur, heureusement, j'ai une bonne mutuelle. Ils vont me rembourser la moitié d'un implant par an. Je vais mettre quoi? 20 ans pour la soigner ?» Moi, je suis médecin généraliste. C'est la définition du médecin généraliste, c'est celui qui prend en charge la globalité d'une personne. Moi, je m'occupe de tout. Et en fait, je n'ouvre pas la bouche et je ne regarde pas les dents. C'est l'affaire du dentiste. Dentiste que je ne connais pas, par ailleurs. Ça, je fais schématique, mais c'est quand même un peu comme ça que les choses se passent. Alors, je pense qu'il faut recontextualiser toutes nos affaires, quoi. Le système de santé français, c'est d'un côté l'hôpital, qui est l'accueil des indigents au départ, quoi, qui progressivement est devenu le lieu où on a fait la plus haute technicité, puis le lieu dans lequel on accueille tout le monde, y compris ceux dont l'état de santé ne relève pas de l'hôpital, qui remplissent aujourd'hui les établissements et qui font que notre pays est le premier pays du monde en matière de dépenses de santé par habitant. On est les champions du monde pour ce résultat-là. Et de l'autre côté, la ville s'est constituée à partir de 2 choses. D'abord, des professionnels de santé libéraux, avec un statut particulier qui engage nos responsabilités. Nous sommes responsables de ce que nous faisons, mais qui est solvabilisé par la sécurité sociale, pour une grande partie, et par les complémentaires santé, dont beaucoup sont des mutuelles, pour une autre partie. La sécurité sociale a été construite historiquement pour faire du soin. Ça répond à votre question. La sécurité sociale est là pour faire du soin. Et lorsqu'il a fallu rembourser les premiers vaccins, c'était contraire aux règles de la sécurité sociale. Parce que le vaccin était là pour faire de la prévention. Et au départ, c'était difficile de rembourser les vaccins. C'est l'État qui les a remboursés, puis les choses ont progressivement évolué. Mais historiquement, on est marqué par ça. On est marqué par l'absence de coordination entre les uns et les autres, l'absence de communication, et puis la nécessité de s'investir dans le curatif avec un préventif qui existe peu. Le préventif a été pris en charge en partie par les mutuelles, et c'est tout à l'honneur du mouvement mutualiste d'avoir ouvert son activité sur des champs qui n'étaient pas couverts par la sécurité sociale, y compris d'un point de vue conceptuel. Après, sur l'aspect de la prévention, classiquement,
on distingue trois stades dans la prévention, qui sont la préservation de l'état de santé d'un individu, où classiquement on dit qu'il faut faire du sport, manger sain, éviter tous les éléments qui vont venir altérer l'état de santé, qui au final... brosser les dents. Ça, je n'y ai pas pensé, c'est marrant. Donc tous des éléments qui, en fait, au final, ne relèvent pas des professionnels de santé, mais de l'organisation de la société, et puis de l'intervention d'un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas nécessairement des professionnels de santé. Après, on a un deuxième élément qui est assez proche de ce que tu as dit tout à l'heure, hein, qui sont, lorsque les états de santé commencent à se dégrader, parce qu'il y a des facteurs de risque, il y a des éléments qui peuvent mettre en cause l'intégrité d'un individu, à ce moment-là, on peut les prendre en compte et faire une prévention secondaire. L'exemple type, c'est l'hypertension artérielle, qui n'est pas en soi une maladie, la plupart du temps, mais qui est un facteur de risque et qui crée d'autres problèmes après. Donc on traite l'hypertension artérielle pour que les gens n'aient pas de maladie cardiovasculaire par la suite. Pour faire le lien entre cette étape-là et l'étape précédente, c'est lorsqu'on mange dans un restaurant, il n'y a pas besoin qu'il y ait du sel sur la table pour qu'on ressale les aliments avant de les avoir goûtés. Parce que c'est un facteur de risque qui amène finalement l'hypertension artérielle. Et puis il y a un troisième élément qui, une fois que les pathologies sont installées, on peut faire un certain nombre de choses qui ne sont pas dans le champ curatif strict, mais qui vont permettre d'éviter la dégradation vers les complications de cet état de santé. Pour l'exemple du diabète est un bon exemple. Une fois que quelqu'un est diabétique, on peut retarder l'apparition des complications et les amputations, même si notre pays est le champion du monde des amputations pour les diabétiques. On est ceux qui avons les plus mauvais résultats sanitaires, même si notre système de santé coûte très cher. Et ce qui a été dit sur le diabète, là, il montre bien comme c'est multifactoriel et qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels il faut agir pour empêcher d'aller vers ces éléments de dégradation. Donc on a trois champs d'intervention, et autant le premier champ c'est celui de la société, autant les deux suivants c'est nos affaires, et manifestement ce sont nos affaires de professionnels de santé en travaillant ensemble, en communiquant ensemble et en se mettant d'accord sur le message qu'on va délivrer aux patients, parce que le plus dur c'est d'obtenir que les patients changent leurs habitudes, genre se laver les dents par exemple. C'est compliqué, ça se fait pas comme ça, il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de faire des affiches, changer les habitudes et obtenir que les choses soient faites. C'est tout l'enjeu de ce qu'on fait à Soins Coordonnés. On regroupe 14 professions de santé différentes en construisant un message partagé entre les professionnels à destination des patients et en essayant de mettre en place des outils et des habitudes de coordination et de communication entre les professionnels de santé. Ça, c'est l'élément qui vous intéresse d'un point de vue professionnel. Après, la conséquence de tous ces éléments, c'est que si on continue comme aujourd'hui à laisser la prévention représenter moins de 5% de l'activité de l'ensemble du système de santé, on va continuer à courir après les déficits, la dégradation des indicateurs sanitaires. Le paradoxe, aujourd'hui, c'est que les indicateurs sanitaires de notre pays se dégradent, aujourd'hui. Alors qu'on dépense des fortunes dans le système, alors qu'il y a 350 000 professionnels de santé dans le champ ambulatoire, alors que les hôpitaux sont les plus importants du monde. Pour autant, les indicateurs sanitaires de chacun des individus se dégradent. Alors certaines populations un peu plus que d'autres, notamment les jeunes, les personnes âgées et les CSP défavorisés. Ça recouvre de toute façon vos activités, hein, clairement. Mais on est tous dans le même champ. Donc il y a un intérêt pour la société, pour le sens de ce que nous, on apporte dans le système, et aussi pour l'ensemble des équilibres, y compris les équilibres économiques de notre système de santé, à s'investir dans ce champ et à apporter un certain nombre de réponses. Sauf qu'il n'y a pas de réponse toute seule. On va prendre l'exemple du bilan bucco-dentaire. Le bilan bucco-dentaire, je ne sais pas si vous connaissez. Non, vous ne connaissez pas. Si, vous connaissez. Vous savez les chiffres? Vous savez combien on utilise? C'est dérisoire. C'est 8%, quelque chose comme ça. Quoi. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est parfait. C'est parfait sur le papier. En fait, on s'adresse à la bonne classe d'âge, pas une bonne classe d'âge, pour faire les choses. Vous êtes associé et derrière, les soins sont pris en charge. C'est ce qu'on peut faire de mieux quand même. Hein. Dans un système où ce qui est difficile, c'est d'obtenir la prise en charge, ce qui était dit tout à l'heure. Pour autant, il n'est pas utilisé. Il n'est pas utilisé parce qu'on n'est pas rentré dans une logique où nous, médecins généralistes et d'autres professions interviennent là-dessus, mais médecins généralistes pour ce qui nous concerne, lorsqu'on voit les jeunes de la classe d'âge correspondante,
on ne rentre pas dans notre checklist le fait d'avoir fait ou de devoir faire le bilan bucco-dentaire, alors que ça devrait en faire partie. Et on devrait, nous, systématiquement pousser pour que ce soit fait et pousser pour avoir le résultat. Avoir le résultat par celui qui l'a reçu, mais aussi par le professionnel, et échanger avec le professionnel sur les messages qui vont être importants par rapport à ce jeune à qui on va avoir proposé quelque chose, proposer une stratégie dans le temps de préservation de son capital santé, sur lequel moi j'ai des éléments à ajouter, et puis le dentiste a des éléments à ajouter. Donc on a un intérêt immédiat à faire les choses, et on n'est pas à défaut d'outils aujourd'hui. On a un défaut d'imagination et d'enthousiasme sur notre capacité à proposer des choses qui vont changer le devenir de nos patients. Changer le devenir de nos patients. Parce que vous êtes bien placé pour le savoir, faire des soins suffisamment tôt, c'est la garantie qu'on ne va pas se retrouver édenté très jeune. C'est le seul moyen d'ailleurs de le faire, et en plus, c'est ce qui redonne du sens à votre intervention et à la nôtre, parce que nous, on est là, tous les professionnels de santé, pour préserver le capital santé de nos patients, quelle que soit leur tranche d'âge, et à tous les niveaux, il y a des choses à faire. Mais il y a déjà des outils qui existent, ça que je veux dire, et qu'après, notre imagination et notre capacité à en proposer d'autres, c'est qu'on change tout de suite les indicateurs sanitaires. C'est pas dans 10 ans ou dans 20 ans qu'on peut les changer. Pour peu qu'on propose quelque chose maintenant, c'est maintenant qu'on peut déjà montrer qu'il y a des choses à faire. Et là, redevenir acteur, parce qu'on n'y est pas aujourd'hui, hein, les professionnels de santé libéraux ne sont pas acteurs de ce qui se passe aujourd'hui dans le champ de la santé. On subit les évolutions sur les complémentaires, on subit les évolutions sur la sécurité sociale qui régresse, enfin on subit tout. Par contre, le fait de proposer et de montrer qu'on est capable de faire des choses nous permet de redevenir acteurs vis-à-vis soit des complémentaires santé, soit de la sécurité sociale ou des pouvoirs publics. Les complémentaires santé étant a priori celles qui sont le plus à l'écoute de ce que vous pouvez proposer, pour peu qu'elles ne soient pas dans une volonté de vous contraindre et de vous mettre dans une relation de pouvoir où elles vont décider à votre place. C'est le débat du moment. Mais plus au fond, c'est notre capacité à proposer qui fait qu'on peut changer les choses et intégrer la prévention dans nos activités quotidiennes. Merci. Je propose qu'on passe maintenant la parole à M. Mix, qui lui représente la Fédération indépendante des mutuelles de la mutualité. Tout d'abord, merci de m'avoir laissé une place à cette tribune. Mais en préambule, je dirais que je ne viens pas ici en terre ennemie, contrairement à ce qu'une pensée unique ambiante pourrait laisser penser des relations entre les OCAM et les professionnels de santé. Pour moi, les professionnels de santé sont des partenaires et non pas des adversaires. Alors sur le terrain de la prévention, sur le plan technique de ce qu'il faut mettre en place et des soins ou des actes de prévention à élaborer, bien évidemment, je n'ai rien à dire, simplement que j'adhère complètement, bien évidemment, à tous les grands principes de prévention. Alors pourquoi la prévention dans notre pays est très en retard ? Tout simplement parce que les politiques ont des raisonnements et des logiques à courte vue et que la prévention, c'est un investissement sur le long terme. Donc quand on est préoccupé de sa réélection immédiate à venir plutôt que de l'avenir des citoyens à 20 ou 30 ans, ça pose effectivement des problèmes et la prévention est sur ce sujet extrêmement révélatrice. Alors il est vrai, et vous le soulignez il y a quelques instants, que le mouvement mutualiste s'est engagé dans des logiques de prévention il y a déjà fort longtemps et aujourd'hui, nous avons dans ce que l'on baptise contrats solidaires et responsables, sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, et j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais les contrats solidaires et responsables imposent aux OCAM d'avoir des actions de prévention. Nous avons élaboré un document qui, à mon sens, est quelque chose de novateur et qui vraiment peut être un support exceptionnel, un outil de travail. C'est quoi ? C'est mon carnet de suivi bucco-dentaire. C'est un document, d'abord, qui est assez novateur puisqu'il est à destination des adultes. Or, on sait en France que beaucoup de choses ont été faites sur les enfants, mais finalement, les parents, les adultes sont un peu les parents pauvres. Et un chiffre incroyable, 1 Français sur 10 ne se brosse pas les dents. Et donc, en partenariat avec Efficience, nous allons distribuer gratuitement 50 000 carnets de suivi bucco-dentaire à nos patients. Et le but de ce carnet bucco-dentaire, premièrement, est d'impliquer nos patients dans leur traitement.
nous pensons que la révolution ne peut venir que par une prise de conscience. Et donc il faut donner à nos patients les moyens de prendre conscience. Ce carnet est aussi un carnet de suivi. Il va nous permettre une prise en charge rationalisée en redonnant un historique des pathologies et des soins apportés à nos patients. C'est un véritable carnet de bord. Et c'est surtout un formidable outil de communication qui va nous permettre d'expliquer à nos patients notre méthodologie, l'approche globale dont je vous parlais il y a quelques instants, ou comment casser le cercle vicieux des problèmes dentaires. Cette méthodologie, évidemment, elle est novatrice, parce que nous sommes en France, dans un pays où on a vraiment travaillé par petits bouts, où finalement le métier de dentiste, si je grossis vraiment le trait, a consisté pendant de trop nombreuses années à attendre qu'un trou apparaisse dans une dent de nos patients, de venir reboucher ce trou et d'attendre le trou suivant. Et notre idée, c'est que ce carnet nous permette de sortir de cette imagerie-là, de cette vision-là qu'ont nos patients, et de leur montrer justement que l'on peut prendre leurs problèmes dans leur globalité et qu'on peut casser ce cercle vicieux. Évidemment, grâce à toutes les fiches qui sont à l'intérieur, nous allons pouvoir mieux expliquer nos traitements. Nous allons pouvoir donner à nos patients des éléments pour qu'ils puissent comprendre leur traitement. Et comme tout à l'heure, mon confrère nous incitait à devenir acteurs de notre système de santé, le but de ce carnet est de permettre à nos patients de devenir à leur tour acteurs de leur santé. C'est à mon sens, c'est à notre sens, la notion de consentement éclairé réelle. Parce que pour moi, un consentement éclairé, ce n'est pas un bout de papier signé sur un coin de table. Pour moi, un consentement éclairé, c'est un patient qui est conscient de ses pathologies, qui comprend ce qu'on va lui faire et qui a la motivation pour pérenniser ce traitement. Aujourd'hui, on va dire que la plus grande partie des problèmes que rencontrent nos patients dans leur bouche, ce sont des problèmes bactériens. Soit la carie, soit la parodontite. Ce qu'on a appelé l'IED, l'indice de l'état dentaire, qui prend à la fois en considération le risque carieux et le risque parodontal. Parce que finalement, ces deux risques-là, c'est un risque bactérien. Et on sait aujourd'hui que l'acidité, par exemple, est l'un des facteurs qui va permettre la prolifération des bactéries en bouche. Et donc tout ceci va nous permettre d'abord de renforcer une vision beaucoup plus médicale de notre profession. Et, je fais tout à l'heure une proposition à Monsieur Mix, et je fais aujourd'hui une proposition à mon confrère de soins coordonnés. J'aimerais que notre association Dentistes en France fasse partie de cette mouvance des soins coordonnés, parce que vraiment ça correspond à notre vision des choses. C'est une proposition qui a du sens, parce que clairement le carnet de suivi, par exemple, c'est une initiative que je trouve très intéressante, et qui, pour qu'elle puisse donner pleinement ses effets, doit être comprise par les autres professionnels de santé, puisqu'on est tous acteurs de santé, on est 350 000 quand même, hein. C'est une force colossale. Et que chacun dans son champ puisse redire aux patients combien c'est important de se faire suivre régulièrement. Je vais donner un exemple, un des troubles majeurs de notre société aujourd'hui, c'est l'entrée dans la dépendance. C'est la durée de vie s'allonge, la durée de vie en bon état s'allonge, intéressant, mais il y a un moment ça bascule. Et pour l'entrée dans la dépendance, est-ce que vous connaissez les principaux facteurs de l'entrée dans la dépendance aujourd'hui? C'est-à-dire cette partie où on ne revient plus en arrière et on devient dépendant d'abord de son entourage, puis du système. Ça. Les éléments essentiels sont les troubles de la vue, les troubles de l'audition et les troubles bucco-dentaires. Ce sont les trois éléments essentiels qui font le basculement dans la dépendance. Ça vous surprend, cette affaire. Pourtant, c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est ça qui amène après la dénutrition, c'est ça qui amène les troubles dysmnésiques, et c'est ça qui amène les chutes qui progressivement, instantanément, font basculer dans la dépendance. Donc on voit que le fait d'avoir un discours commun sur des éléments comme ça, et le dentiste médecin de la bouche, moi ça me va très bien, travaillant avec d'autres sur des éléments qui ont des connexions de toute façon, même si on fait semblant qu'il n'y en a pas aujourd'hui, sont des éléments essentiels, à la fois pour qu'on soit capable de présenter un discours qui se tienne par rapport à la société, autre chose que le discours corporatiste de l'augmentation de ses revenus, qui ne peut pas être entendu par qui que ce soit dans la société d'aujourd'hui. On est capable de faire des propositions communes sur des éléments qui vont modifier
le devenir et le pronostic de chacun des habitants de ce pays. Et d'autant plus que je lisais ce matin dans la voiture, j'espérais qu'il y aurait un peu d'embouteillage pour pouvoir la lire complètement, mais vu que c'est les vacances, ça va être pas trop d'embouteillage. J'ai réussi à récupérer l'étude Deloitte Harris Interactive sur le baromètre santé en France. J'en avais déjà eu le résumé, mais là j'ai réussi à l'avoir dans son intégralité. Et chose très intéressante, une très grande majorité de Français ont pris conscience que la prévention était le principal facteur pour reculer l'âge d'entrée en dépendance. Donc ça veut dire que nos concitoyens attendent, et l'étude le dit très clairement, attendent de la part des professionnels, en premier lieu, et en second lieu de l'assurance maladie et des OCAM, et des assurances complémentaires, que nous leur proposions plus de prévention. Parce qu'ils ont pris conscience que ces préventions leur permettraient de vivre plus longtemps, et surtout en meilleure santé plus longtemps. Alors, je reviens un tout petit peu sur l'indice de l'état dentaire que nous avons mis au point. Faire un indice, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, cet indice va être utilisé dans l'année qui vient dans plus de 80 cabinets, répartis sur tout le territoire national, soit près de 50 000 patients qui vont passer au crible de cet indice, ce qui va nous permettre de mener une enquête épidémiologique de grande envergure, inédite, pour enfin connaître précisément l'état de santé bucco-dentaire de nos concitoyens. Évidemment, un seul bémol, nous ne pourrons scanner l'état des patients, uniquement ceux qui viendront dans nos cabinets. Et on sait pertinemment qu'en France, malheureusement, beaucoup de Français ne font même pas une visite par an. Mais néanmoins, ça va nous permettre de nous donner une vision enfin claire et précise et de connaître l'état des maladies parodontales, puisqu'il y a très peu d'études épidémiologiques à ce sujet. Alors comme vous le voyez, nous n'avons pas l'intention de baisser les bras. Nous n'allons pas laisser tomber la prévention, parce que c'est une question de santé publique. Alors j'invite tous les acteurs de notre système de santé, praticiens, patients, professionnels, assurances complémentaires, médecins, les institutionnels, à venir nous rejoindre au sein de l'association pour qu'ensemble, nous puissions faire bouger les choses et enfin proposer un modèle vertueux. Merci à tous.